Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette dernière session de la journée. Ne vous inquiétez pas, on va finir sur un sujet léger, de la visualisation de code et d'exécution. Je m'appelle Johan, voici Yuchan. On est tous les deux les créateurs de Flow, qui est un outil de développement qu'on va vous présenter. Avant ça, on a une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà travaillé sur une application legacy, donc une application qui a, je sais pas, plus de 2 ans d'ancienneté? Bon, bon, ça marche. Bah, merci. Donc, on voit que presque la majorité ont levé la main, ce qui est assez normal parce qu'à un moment ou un autre, on sera tous amenés à travailler sur un code existant, donc soit pour faire des bug fixes ou pour développer des nouvelles features. Donc, toi aussi, je sais que tu as pas mal travaillé sur des applications legacy. Est-ce que tu ne veux pas nous partager un peu tes expériences sur ça? Ouais. Alors, c'était, on va dire, il y a 2 ans, j'avais travaillé sur une très grosse application legacy. Et c'était vraiment une vraie galère en fait. Et j'ai mis quasiment 1 an avant d'être totalement autonome sur la base de code. Ah oui, 1 an carrément. Quelles sont les difficultés du coup que tu as rencontrées? Enfin, dis-nous un Ouais. peu plus. Bah, déjà en fait la base de code a été immense, vieillissante. Il y avait tout un tas de développeurs qui avaient modifié le code au fil des années. Et donc on a perdu un petit peu la cohérence en fait. Puis après, je te parle même pas de la documentation. Dès qu'il y en avait, elle n'était pas à jour en fait. Ouais. Bah, malheureusement, c'est un peu. Enfin, on voit ça souvent, sans une documentation pertinente et à jour. Pour les développeurs, c'est toujours très dur de se rentrer plongé dans un code qu'on ne connaît pas. Et bah, du coup, tes collègues, par exemple, ils sont pas là pour t'aider? Si, mais le problème, ils étaient un petit peu dans la même galère que moi, en fait. Donc, il y avait pas mal de nouveaux qui débarquaient sur le projet, comme moi. Et puis, il y avait aussi, enfin, malheureusement, il restait que très peu de personnes qui connaissaient bien le système dans sa totalité. Mhm. D'accord. Et du coup, bah, tu as fait comment pour t'en sortir alors? Alors, il n'y avait pas de secret, hein. Je lisais beaucoup de code. J'ai essayé un peu de me recréer un modèle mental de comment l'application fonctionnait. Mais après, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations. Donc, ce que je faisais, généralement, pour m'aider, je prenais un papier, un crayon, je dessinais des diagrammes pour essayer de me représenter comment ça marchait. Après, tu le sais comme moi, on n'a pas le temps de tout comprendre, ça va très vite, il y a des deadlines. Mhm. Et du coup, je me focalisais sur certaines parties de l'application pour pouvoir corriger des bugs ou modifier des fonctionnalités. Et pour ça, j'utilisais également le debugger ou l'ajout de log pour bien comprendre qu'est-ce qui avait été exécuté dans le code. Mais là encore, je passais vraiment énormément de temps. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas un outil qui nous permettrait de comprendre plus rapidement la structure et le comportement d'une application? Voilà, donc c'est vraiment cette expérience combinée aux tiennes en fait qui nous ont poussé à créer Flow en fait. Cet outil, ouais. Donc exactement. Donc tu as bien dit la structure et le comportement d'une application. Donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pour bien la comprendre. Et bah, du coup, concrètement, comment ça marche? Enfin, montre-nous Ouais. comment ça marche du coup. Alors ce qu'on va faire à partir d'une petite application simple, voilà, que j'ai chargée ici dans IntelliJ. Cette application, il n'y a qu'une classe, c'est un jeu de dés. Donc ce qui se passe en fait dans ce programme, on va jouer notre jeu 5 fois. Et ensuite, dans chaque jeu, ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer 2 dés de manière aléatoire. Si la somme fait plus de 8, alors on gagne un prix. Et sinon, on nous remercie de notre participation. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Flow pour pouvoir exécuter cette application, enregistrer ce qui se passe, et ensuite visualiser tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, c'est juste... voilà, je vais lancer l'application avec Flow. Juste 2 petites secondes. Tu as bien dit tu vas exécuter avec Flow et enregistrer l'exécution. Ça me paraît un peu magique tout ça. Comment il fait pour enregistrer une exécution? Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est quand tu lances ton application, en fait, il y a un agent Java qui est attaché sur ton application. Cet agent, il fait quoi? Il va instrumenter l'application, c'est-à-dire injecter du bytecode pour pouvoir capturer des événements intéressants, comme je rentre dans une méthode, je sors d'une méthode, etc. Et donc, lorsque ton code est exécuté, on va capturer ces événements. Ces événements sont ensuite envoyés à Flow. Et enfin, tu vas pouvoir visualiser toutes ces données depuis une application web qui tourne en local. D'accord. Mais par contre, lorsqu'une application s'exécute, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de classes et des méthodes qui sont sollicitées. Est-ce que l'outil va tout instrumenter, genre même les méthodes des librairies tiers, voire les méthodes de JDK par exemple? Non, alors, on va dire
par défaut, Flow il va uniquement instrumenter les packages de ton projet. Donc toutes les méthodes qui sont contenues dans les packages de ton projet. En l'occurrence ici, on n'avait qu'un package. Hein. Mais après tout ça, c'est configurable. Si on va dans la run configuration, ici, hein, dans l'onglet Flow, à cet endroit-là, en fait, c'est là que tu peux décider de rajouter des packages et des classes à instrumenter, voire tu peux en exclure si tu les trouves peu intéressantes. Ça, c'est bien ça. Donc, si je comprends bien, avec cette inclusion et l'exclusion, je peux me focaliser uniquement sur la partie de l'application qui m'intéresse pour la tâche que j'effectue. Donc, par exemple, je travaille sur une grosse application, mais je travaille uniquement sur certains packages ou certains modules. Ou par exemple, un jour, j'ai un problème dans un librairie tiers, j'ai juste besoin de comprendre comment cette librairie fonctionne et tout le reste ne m'intéresse pas. C'est ça, d'accord. Ouais. Ok. Maintenant, on va voir ce que ça donne les visualisations. Ouais. Alors, donc là, tous les événements ont été envoyés à Flow. Et maintenant, là, je suis sur l'application web qui tourne en local. Et on voit bien qu'on a un nouvel enregistrement, donc un nouveau recording ici. Qui contient 17 appels de méthode. Donc là, on va pouvoir explorer ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, c'est l'interface principale de Flow. En gros, ça se divise en 3 parties principales. Vous avez ici en haut, c'est un call graph qui représente des éléments structurels à 3 niveaux d'abstraction, donc au niveau package, au niveau classe. Bon, bien entendu, ici, c'est une petite application, donc il n'y a qu'un package et qu'une classe. Et puis ici, au niveau méthode. Voilà. Dis donc, on ne dirait pas que ça ressemble pas un peu à un diagramme de classe en UML? Alors pas tout à fait, dans le sens où en fait, ce que tu vois à l'écran, les classes ou les méthodes, c'est uniquement celles qui ont été impliquées dans le scénario qu'on a exercé en fait. Et en plus, les relations que tu vois, c'est pas des relations statiques, hein, c'est des relations dynamiques, c'est vraiment ce qui s'est passé lors de l'exécution. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc cette vue-là représente vraiment la structure de la partie de l'application qu'on vient d'exécuter, contrairement à un UML où toute l'application est générée, en fait, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. Okay. Et puis ensuite, deuxième visualisation, juste en dessous ici. Ici, il s'agit d'une call stack. Donc en gros, hein, sur l'axe X, vous avez le temps, et sur l'axe Y, c'est la call stack. Et chaque rectangle représente un appel de méthode. Donc en gros, pour pouvoir suivre le flot d'exécution, il suffit de lire de gauche à droite. D'accord. Donc si je lis bien de gauche à droite, on voit bien que le main est exécuté. Ensuite, il y a un welcome et on voit bien que le play game, donc on joue le jeu 5 fois de suite, ce qui correspond bien à la boucle de 5 qu'on a définie dans le code. Ouais. Et puis pour chaque play game, ce qu'on fait, c'est on lance les dés et puis on gagne ou pas cette partie. Ouais. Donc tu vois, ce qui est bien aussi, c'est que les deux vues sont synchronisées. Donc par exemple, si je clique sur la méthode win_price, je vais pouvoir savoir à quel moment de l'exécution cette méthode a été appelée. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment génial parce que ça va me permettre, si j'ai envie de savoir combien de fois une méthode a été exécutée, je fais ça parce que sinon, d'habitude, ce que je ferais, c'est je mets un system out et je vais regarder dans mes logs combien de fois ça apparaît, ou je mettrai un breakpoint, je lance le debugger et je vais compter le nombre de fois que ça s'arrête au breakpoint. Et là, on a juste à lancer une seule fois, donc on a le comportement de l'application et on peut analyser tranquillement comme on veut. Quoi. On a toute l'exécution dans sa totalité, on peut rejouer l'exécution d'en avant, en arrière, etc. Et enfin, tout en bas, voilà, ça c'est une troisième visualisation, c'est une timeline. C'est en gros une vue minifiée de la call stack, ce qui nous permet sur de gros enregistrements de pouvoir se déplacer dans le temps, en avant ou en arrière, de se focaliser sur des parties précises. Ok, donc tu as bien présenté les 3 visualisations. Donc on voit les packages, les classes, et puis dans quel ordre, les packages, les classes, les méthodes, et dans quel ordre ils ont été exécutés. Je pensais pas mal pour une première analyse, mais par contre, si je veux aller plus loin, est-ce qu'on pourrait voir ce qui se passe à l'intérieur d'une méthode? Alors non, avec Flow, en fait, pour l'instant, ça s'arrête au niveau de la méthode. Donc ce qui se passe, par contre, ce que tu peux faire, c'est tu peux partir d'une classe ou d'une méthode qui est affichée ici dans Flow, cliquer dessus, et puis ça va te naviguer en fait à sa déclaration dans IntelliJ. Voilà. Donc en gros,
Flow, il va te permettre de lire moins de code, parce qu'il va te permettre de trouver plus rapidement en fait, le code qui est pertinent pour ta tâche. D'accord. C'est vrai que moi, souvent, quand je travaille, dans mon IDE, quand j'ai beaucoup de fichiers qui sont ouverts, bah, je perds beaucoup de temps de naviguer d'un fichier à l'autre ou d'aller d'une méthode à l'autre pour tracer un peu comment ça s'exécute et je m'y perds. Donc avec ça, je pense que je peux le mettre de côté, ça peut me servir. La visu, ça peut servir à une sorte de marque-page visuel qui va me permettre de retrouver le code pertinent qui m'intéresse. Ouais. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux, au fur et à mesure que ces enregistrements sont effectués, ils sont sauvegardés. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir le réouvrir à tout moment. Donc par exemple, tu reviens demain au boulot, tu le réouvres, tu as ton contexte qui est rechargé en fait. Ou je sais pas, si dans un mois, tu vas retravailler sur cette partie de l'application, voilà, tu recharges ce contexte. Donc c'est utile pour toi, mais ça peut être également utile à partager au sein d'une équipe. Voilà, ça donne un support de communication supplémentaire. Ok, bah, je pense que je vais enregistrer plein de scénarios qui sont super compliqués dans mon application. Je le garde de côté comme une sorte de documentation et ça va me permettre de reconstituer le contexte de travail et pour me rappeler facilement de la partie qui est compliquée à comprendre. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Maintenant, je pense que j'ai à peu près compris comment ça marche. Par contre, là, tu as montré sur une toute petite application, mais moi perso, et puis ceux qui viennent aujourd'hui, je pense qu'on travaille plutôt sur les grosses applications web en particulier. Qu'est-ce que ça donnerait dessus Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe va rester le même, quelle que soit l'application. Tu vas enregistrer le scénario qui t'intéresse avec Flow, pour ensuite visualiser et comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on va partir sur une application un peu plus grosse, une application web que tu connais sûrement. Il s'agit du site web officiel du framework Spring. Ce qui est bien, c'est qu'il est open source et il est écrit en Java. Et voilà, là, je l'ai chargé dans IntelliJ, c'est celui-ci. Ici, il y a son point d'entrée. Il ne reste plus qu'à exécuter cette application avec Flow. Donc pour ça, je vais te laisser faire. Ok, je vais prendre la main pour voir si j'ai bien compris ce que tu viens d'expliquer. Donc ici, on a cette application sur donc c'est le site de Spring. C'est une application Spring Boot, assez simple. Donc voici le point d'entrée. Donc ce qu'on va faire, je pense que je vais lancer cette application avec ce bouton magique. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc dans les logs, je vois bien que l'application a été lancée avec Flow. Donc, et puis il m'indique également les packages et les classes à enregistrer. Donc ce sont les packages de racines de cette application. Et c'est tout. Je pense que j'ai plus qu'à aller sur l'interface principale de Flow. Voilà, donc ici on est sur l'interface principale de Flow. Ah, tiens, je vois bien mon application qui est en cours d'exécution, donc status running. Par contre, je ne vois pas de recording, à part celui qu'on a vu tout à l'heure, mais je ne vois pas d'enregistrement qui est créé. Est-ce que c'est normal? Ouais, c'est normal. Alors reviens sur IntelliJ, dans la run configuration, et puis dans l'onglet Flow. Et en fait, tu vas voir tout en haut, il y a une checkbox où il y a marqué Start Recording from Beginning. En gros, elle n'est pas cochée, et ça veut dire qu'on ne commence pas l'enregistrement depuis le début de l'exécution. Contrairement à la première démo, parce que là, en fait, c'est une application web, le chargement de l'application ne nous intéresse pas forcément, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des scénarios plus tard. Et donc, il faudra que ce soit toi, manuellement, qui commence l'enregistrement. Ok. On va voir si l'application, elle est bien démarrée. Ouais, pour 80-80, ouais. Donc, on va aller dessus. Voilà, donc ça c'est le site officiel du framework Spring, qui est chargé. Du coup, est-ce qu'il y a un scénario particulier que tu voudrais enregistrer, comprendre avec Flow? Ouais, moi je vais souvent sur ce site, notamment pour consulter les guides par exemple. Donc c'est des petits tutos pour voir comment faire certaines intégrations. Et tiens, récemment, je crois que j'ai travaillé sur une application qui a besoin d'accéder à des données Facebook. Et je crois que c'est ce guide-là que j'ai consulté, Accessing Facebook Data. Je veux bien comprendre comment ça a été implémenté derrière cette page. Ouais, donc tu veux comprendre ce qui se passe quand tu cliques sur ce lien-là? Oui, tout à fait. On charge le guide. Puis, voilà. En fait, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est en 3 étapes. Première étape, tu vas commencer l'enregistrement dans Flow manuellement.
Ensuite, tu vas exercer ton scénario. En l'occurrence, ici, tu vas cliquer sur lien. Et enfin, tu termineras l'enregistrement. D'accord. Bon, c'est pas très compliqué. Donc, je vais suivre les Voilà. étapes. Donc, tu me dis, je vais d'abord commencer l'enregistrement. Donc, je clique sur Record. Tu vas sur le site. Bah, je vois bien. Donc, il y a un enregistrement qui est créé et qui est en train de s'initialiser. Donc, je reviens sur l'application que je veux comprendre. Donc, ici, le site. Et je vais jouer. Donc, comme tu dis, cliquer sur le lien. Et c'est ce que j'aimerais comprendre. Bah, dis donc, ça prend un peu de temps, le chargement de cette page. Ça prend un peu de temps et on va voir pourquoi tout à l'heure. Ouais. Alors voilà, là, tu as ton guide qui est chargé. Bon, qu'est-ce qui est intéressant de remarquer? Sur la droite, on voit une bannière à droite qui a une table des matières, des tags, des projets, etc. Et sur le côté gauche, tu as le contenu du guide, des textes, du code et même des images. D'accord. Voilà. Donc là, tu as fini d'exercer ton scénario. Ouais, c'est bon, je pense que c'est tout ce que je veux comprendre. Donc je vais arrêter l'enregistrement, c'est ça? Ouais. Ok, bah, je l'arrête. Ok, bah, tout de suite, cet enregistrement est prêt, enregistré il y a 1 minute. Il y a 148 appels dans ce scénario-là. Bah, on n'a plus qu'à l'explorer. Donc, on arrive sur les magnifiques visualisations. Déjà, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Pourquoi cette fois-ci, on a plusieurs call stacks, en fait? Ouais. 1, 2, 3. Alors, on a plusieurs call stacks, on en a 3, parce qu'en fait, on a une call stack par thread. En l'occurrence, ici, dans ce scénario-là, il y a eu 3 threads qui ont exécuté du code. Contrairement à la première démo, il n'y avait qu'une thread. Et donc, voilà, du coup, il faut regarder un petit peu plus en détail pourquoi est-ce qu'on a eu 3 threads et qu'est-ce qu'elles font, en fait. D'accord. Donc Est-ce que tu remarques quelque chose de particulier? Bah, déjà, je vois que ces 3 parties-là, là, ici, ici et ici, bah, ils sont... Enfin, visuellement, ça ressemble vraiment. Et si je regarde un peu plus en détail, je vois que ce sont les mêmes méthodes qui ont été exécutées dans le même ordre. Je crois qu'ils font quasiment la même chose. Et si je regarde un peu plus en détail la méthode racine, si je prends une, c'est load image. D'accord. Donc, peut-être, je dirais que ce sont des images qui ont été chargées de manière asynchrone dans les threads séparés pour le guide. Bah, on peut vérifier tout de suite, je pense. Je me souviens qu'il y a des images et si on compte, oui, 1, 2, 3, oui, on a effectivement 3 images. Ouais, donc voilà. C'est bien le chargement pour le charger ces 3 images. Voilà. Donc on a bien isolé la partie de l'exécution qui correspond au chargement de l'image. Ouais. Bon, après, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chargement du guide en lui-même. Donc, ce que je te propose, c'est d'exclure les 2 threads du bas. Donc, tu vas faire un clic droit sur la thread du haut et exclure les autres. D'accord. Exclude other thread. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu vas nettoyer un petit peu l'exécution. Puis après, la fin ne nous intéresse pas forcément. Donc, ce que tu peux faire, c'est double-cliquer sur View Guide ici. Comme ça, on va vraiment se focaliser sur la partie l'exécution qui nous intéresse. D'accord. Oui, donc là, je me focalise vraiment sur la partie que j'aimerais comprendre. Bon, je vais pouvoir faire un peu plus d'analyse. Donc, je vais commencer par le call graph niveau package. Donc, déjà voir quels sont les packages qui sont impliqués dans ces scénarios. Zoom un petit peu. Ouais, il y a project, je vois guide, je vois support. Et à gauche, je vois GitHub et cache. GitHub, c'est un peu curieux. Enfin, qu'est-ce que GitHub vient faire ici? Ouais, intéressant. Ouais. Bah, je vais peut-être aller sur le niveau classe pour avoir un peu plus de détails. Donc ici, on a le graphe de dépendance entre les classes qui sont toujours impliquées uniquement dans ce scénario-là. Bah, je repère par exemple une classe contrôleur, une classe repository, ce classe-là qui a pas mal d'interactions avec les autres, Git organization. Et bah tiens, je crois que j'ai trouvé la GitHub Client qui se trouve dans le paquet de GitHub qui m'intrigue. Ce que tu peux faire, c'est tu pourrais cliquer dessus pour voir un peu à quel moment les méthodes de cette classe sont exécutées. D'accord, en fait. C'est la super fonctionnalité de synchrone que tu as montré tout à l'heure. Donc je clique sur GitHub Client pour voir quelles sont les méthodes en bas dans la partie comportement qui sont des appels appartenant à cette classe. Et là, j'en vois 4, et notamment, il y a send request for JSON et send request for download. On dirait que cette classe GitHub Client, il envoie des requêtes vers GitHub. Oui, tout à fait. C'est un petit peu bizarre, mais en fait, les guides, ils ne sont pas stockés en statique ou dans une base de données. Ils sont stockés sur GitHub, dans des repositories. Et donc, on va les chercher. Voilà.
C'est vraiment une découverte un peu inattendue, je dirais, parce qu'on peut très bien croire qu'il s'agit d'une simple page statique qui est générée, Ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. tout à fait. Et sinon, je regarde juste au-dessus, là, il y a une autre méthode qui est assez intéressante, Get ASCII Dog Guide. Get ASCII Dog. C'est peut-être avec ASCII Dog, c'est généré ce guide. Ouais, en fait, les guides qui sont stockés sur GitHub, ils sont au format ASCII-Doc. Et donc, une fois qu'on les récupère depuis GitHub, il faut les transformer en HTML. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, le chargement du guide a pris un petit peu de temps, parce qu'il faut aller sur GitHub, le transformer, etc. En tout cas, c'est un coût qu'on subit pour la première fois. Après, c'est mis en cache. D'accord. Bon, là, je pense qu'on a déjà pas mal compris comment fonctionnait cette page. Bah, on a vu comment les images sont loadées. On a aussi vu comment ces textes, enfin, le guide est chargé avec GitHub et ASCII Doc. Je pense qu'il nous reste encore un dernier truc, c'est le bannière à côté, à droite, là, Ouais. avec Table of Contents. D'où viennent ces informations? Parce que je crois que sur la visu, je ne les vois pas directement, en fait. Il n'y a rien qui me Ouais, saute aux yeux. ça saute pas forcément aux yeux. En fait, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que moi, je repars en fait de l'application, de l'interface, et j'essaie de découvrir un petit peu des mots-clés. Que ça soit, on a vu une table des matières, donc ça peut être Table of Content, on a vu des tags, il y a une bannière à droite. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux chercher ces mots-clés en haut à gauche, au niveau de la D'accord. recherche. Bah, je vais chercher tags, par exemple. Je tape tags. Bah, il me propose donc une fonction qui est getTags. Et une fois sélectionné, bah, je vois, il y a trois occurrences, je crois, qui sont surlignées en orange. Mhm. Oui, donc c'est bien getTags qui ont été 3 fois dans Appelé trois ce fois. scénario. Et si je m'intéresse un peu à la dépendance, bah, je vois qu'il y a 2 méthodes qui appellent getTags, notamment bah, celle-ci. Mhm. Generate Dynamic Sidebar. Bah, c'est assez parlant C'est assez comme nom de parlant. C'est méthode. Ouais. effectivement sûrement là que réside la logique pour récupérer les informations de cette bannière qui est située à droite. Donc tu vois, en fait, avec Flow, ça va te permettre de rapidement comprendre la structure et le comportement d'une fonctionnalité, ici en l'occurrence le chargement d'un guide. Et en plus, au passage, ça t'a permis de comprendre des sous-fonctionnalités, comme le chargement d'images qu'on a vu au tout début, ou encore ici la récupération des données pour générer cette barre qui était située à droite. D'accord. Très bien, oui. Bah, en quelques minutes, on nous voit déjà à peu près comment ça fonctionne. Sans lire trop de code. Ouais, sans lire trop de code, ouais, effectivement. Ouais. Donc, si je résume un peu tout ce qu'on s'est dit, lorsqu'on travaille sur une grosse application legacy, la difficulté, c'est vraiment de comprendre comment l'application elle est structurée et comment elle se comporte à l'exécution. Et nous, les développeurs, on passe beaucoup de temps à lire du code, ajouter des logs ou encore jouer avec le debugger, relancer des fois, en constant le debugger, et parce que l'application est complexe, vieillissant et il n'y a pas de documentation. Donc là, tu me proposes un outil qui vient en complément de toutes ces techniques qu'on maîtrise déjà pour encore faciliter la compréhension de ces Ouais, applications-là. c'est ça. En fait, Flow, il va te permettre de te sortir du code, de prendre de la hauteur et de comprendre vraiment dans la totalité ce qui s'est passé durant l'exécution sur un scénario précis. Et tout ça de manière très visuelle. Après, c'est pas parfait non plus. Par exemple, il peut être difficile de savoir quand et comment utiliser Flow en fait. Donc ça demande pas mal de réflexion, de changer ses habitudes. Voilà. Enfin bref, il y a plein d'axes d'amélioration. C'est pour ça que tout type de feedback est le bienvenu. On va dire, vous pouvez télécharger Flow, l'utiliser sur vos projets, c'est gratuit. Et bien sûr, nous donner vos retours. Vous pouvez les envoyer à contact@findtheflow.io pour nous aider à avancer dans la bonne direction. Et sinon, vous pouvez bien sûr discuter avec nous durant des Vox ou tout simplement poser des questions maintenant. Voilà, merci bien. Merci. Voilà, si vous avez des questions, je crois qu'il y a des micros sur les côtés. Oula. Une petite question sur l'IDE, là, du coup, vous utilisez IntelliJ. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont supportés, du genre Eclipse, Ouais. Enfin, je ne sais pas où ça en est, est-ce que vous Ouais, êtes bien en sûr. cours de développement Pour le moment, il y a uniquement IntelliJ qui est supporté. On voulait vraiment que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible. Et du coup, on est parti là-dessus. Donc tout est packagé dans IntelliJ. Il y a juste ce bouton appuyé. Mais voilà, il n'y a pas encore Eclipse, par exemple.
Souvent, quand on parle de legacy, on pense à des gros mots, à du J2E, à des serveurs d'application, voilà. Et est-ce que ça fonctionne aussi Voilà, je vais laisser Ouais, la parole à Yituan qui travaille. donc cette fois-ci, on a juste montré une application Spring Boot, mais si c'est une application web, on peut très bien le déployer sur un Tomcat ou JBoss à l'intérieur d'IntelliJ. Ça revient au même en fait, parce que Flow, il agit au niveau de l'IDE et dans tous les cas, le table de configuration reste les mêmes et ça peut marcher si vous démarrez l'application web dans Tomcat par exemple. Après, idéalement, il faudrait qu'il n'y ait qu'une application qui tourne dans votre serveur J2E. S'il y en a plusieurs en même temps, bah, ça va tout enregistrer. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que pour Android, ça marche? Non. Parce qu'en fait, on utilise un agent Java qui marche uniquement sur une JVM, une vraie JVM, et ça ne marche pas sur la machine virtuelle d'Android. Même si c'est Java, ouais. Voilà, même si c'est le langage Java. Vu que c'est un agent, du coup, on peut l'intégrer directement dans les run configurations d'Eclipse, non? Sans avoir... Oui, on pourrait, effectivement. L'agent, il est sur votre machine, donc si vous le trouvez, vous pouvez, avec les bonnes petites configurations qui vont bien, vous pouvez l'utiliser en utilisant Eclipse. Et une Ou autre en mode question. standalone aussi, mais voilà, le problème c'est que ça complique. Enfin, on veut vraiment, dans un premier temps, offrir vraiment une expérience utilisateur, presque parfait, juste un bouton à cliquer. Donc, voilà. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est sûr qu'avec en bidouillant un peu, on y arrive. Mais Vous avez prévu de collecter aussi les informations sur les paramètres d'entrée des méthodes Ouais. et les valeurs de sortie? Ouais, très bonne question, on devait en parler. Alors, pour l'instant, non, Flow, il s'occupe uniquement du flow d'exécution, donc on sait quelle méthode est appelée et dans quel ordre. Mais on ne récupère pas encore les valeurs des variables. Ça serait intéressant de récupérer les paramètres d'entrée, les valeurs de retour. Après, on ne pourra jamais aller aussi loin que ce que propose un debugger. C'est pour ça qu'il faut, chaque outil a ses avantages et inconvénients, et c'est super important de savoir à quel moment passer de l'un à l'autre. Donc au début, j'utilise Flow pour savoir où je place mes breakpoints. J'ai pas besoin de deviner où je les place en fait. Flow m'indique où les placer, et ensuite je passe sur le debugger pour bien comprendre ce qui s'est passé en mémoire. c'est pour ça qu'on dit c'est vraiment un outil en complément de toutes ces techniques existantes. On n'est pas là pour remplacer Non. les logs ou l'utilisation d'un debugger en fait. Ouais. Et concernant l'utilisation, c'est seulement via l'IDE en cliquant sur le bouton, ou est-ce qu'on peut scripter un peu les choses, voire l'intégrer à des scénarios de test pour que ça puisse générer les enregistrements automatiquement? Alors à l'heure actuelle, officiellement, c'est que via IntelliJ. Après, officieusement, on peut, comme je disais, bidouiller un petit peu. Il n'y a qu'un agent Java à récupérer. C'est vrai qu'il y a des scénarios intéressants comme sur mon serveur Jenkins, pourquoi pas enregistrer toute ma batterie de test et générer de la documentation automatique. Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Bonjour. Si dans l'exécution d'un des traitements, on fait appel à des web services, est-ce que Flow arrive à raccrocher tous les bouts? L'interaction avec le web service ou... Voilà, en gros, j'ai une JVM qui va appeler une autre JVM via un web service. Ouais. Est-ce que graphiquement, il va réussir à recréer toute la pile Pour d'appels? l'instant, c'est pas le cas, oui. Mais l'idéal, c'est Voilà. détecter et afficher les interactions avec les systèmes extérieurs, comme les web services, les IO, les entrées-sorties, l'accès aux fichiers, l'accès aux bases de Messages, données, etc. etc. Mais pour l'instant, ça se passe que sur une JVM, donc que sur une application. Il n'y a pas, par exemple, la compréhension si vous avez plusieurs microservices de qu'est-ce qui se passe sur plusieurs microservices, etc. D'accord, merci. Par curiosité, est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'histoire de ce produit, combien de temps vous avez mis, combien vous êtes pour le faire Ouais, c'est nous deux. Après, on a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le prototype, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'était pas ce qu'on avait en tête au début. Hein. Au début, on était plus parti sur de l'analyse statique, etc. Là, on s'est plus orienté vers de l'analyse dynamique. Mais après, le problème qu'on veut résoudre, il est le même, c'est aider les équipes de développement à maintenir des applications complexes, en fait. Mais voilà, je sais pas si ça répond à la question. Un peu plus de 2 ans. Ouais. Ouais. Alors,
pourquoi pas intégrer des outils d'analyse statique avec Flow. Moi, je pense qu'il peut y avoir une synergie. C'est vrai que bon, déjà, on fait un petit peu d'analyse statique parce qu'on voit les packages, les classes, etc. Et c'est vrai que ça serait bien aussi de combiner ça avec une analyse globale statique de l'application pour savoir, par exemple, qu'est-ce qui est exécuté au sein de mon application, par exemple. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Ou même combiner avec des données d'évolution, avec, par exemple, les repositories Git, combiner les commits avec l'exécution, avec le statique, etc. Les documents, les tests, tout ça. Voilà, Ok, c'est fini. merci.